Bienvenue dans le débat sur France 24, 20e jour de guerre en Ukraine, alors que Kiev a annoncé un couvre-feu et que 3 millions d'Ukrainiens ont déjà fui le pays. Côté diplomatique, le conflit fait ressurgir le bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Selon le New York Times, Pékin aurait passé un accord militaire et économique avec Moscou et la Chine pourrait se livrer à des représailles si les sanctions s'appliquaient à son pays, a affirmé en tout cas son ministre des Affaires étrangères. Les États-Unis ont jugé profondément préoccupant l'alignement de la Chine avec la Russie après une rencontre à Rome hier entre Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, et le plus haut responsable du Parti communiste chinois. La Chine refuse de condamner ouvertement l'opération russe, mais elle s'est félicitée la semaine dernière d'une amitié avec la Russie solide comme un roc, a-t-elle dit. Alors, à quoi joue la Chine finalement dans le conflit ukrainien? Xi Jinping est-il un véritable allié de Vladimir Poutine? Ce rapprochement entre la Chine et la Russie peut-il présager d'un nouvel ordre mondial? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie Holzmann. Bonsoir. Vous êtes sinologue, présidente de l'association Solidarité Chine. Bonsoir et bienvenue à vous. En face de vous, Jean-François Di Meglio. Bonsoir. Président de l'EGA Center. Bienvenue Jean-François Di Meglio. Encore une fois dans ce débat. Elvire Fabry est à côté de vous. Bonsoir. Chercheuse senior, j'imagine, à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir à vous. Bienvenue dans le débat. Et puis nous avons le général Jean-Vincent Brisset avec nous ce soir. Bonsoir. En direct par Skype donc de Montpellier. Chercheur associé à l'IRIS et spécialiste des questions stratégiques et de défense en Asie. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. C'était ce matin, c'était à l'issue de cette rencontre justement à Rome de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président américain et le plus haut responsable du Parti communiste chinois côté diplomatie. On l'écoute. Nous demandons instamment aux États-Unis de ne pas nuire aux intérêts de la Chine par le biais de sa diplomatie à l'égard de la Russie. La Chine et la Russie continueront à mener une coopération économique et commerciale normale dans un esprit de respect mutuel, d'égalité et de bénéfice. Jean-François Di Meglio, qu'est-ce que ça veut dire? La Chine donc met en avant ses intérêts, on l'entend donc par la voix de ce porte-parole, et en même temps elle n'a pas confirmé cet accord économique et militaire avec Moscou tout en disant qu'elle a des relations économiques avec la Russie. Qu'est-ce que c'est que, à quoi jouent les Chinois? Ça veut dire, comme d'habitude, la Chine dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Là, elle dit qu'elle pense à ses intérêts en premier. Ses intérêts, bien sûr, on nous dira que l'Europe est le premier client de la Chine, mais ses intérêts avant tout, je dirais, pour que la machine tourne, c'est déjà ses intérêts de sécurité énergétique. Ça, c'est assez important. Avec un approvisionnement russe. Avec un approvisionnement russe et puis des projets aussi d'approvisionnement russe qui vont aller croissant. Donc ça, c'est déjà son intérêt. Et puis son intérêt aussi, c'est d'une façon ou d'une autre de ne pas sceller une alliance trop forte ou de ne pas montrer d'intérêts trop convergents avec un Occident dont elle dit de plus en plus et de plus en plus fort qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde qu'elle. Donc il y a une sorte de radicalisation du discours chinois, vous pensez? C'est pas aujourd'hui qu'il apparaît, ce discours plus radical. On sait bien qu'il apparaît depuis 2012, mais même lorsqu'il n'était pas radical, il était déjà sous-jacent. Donc la surprise, je dirais, n'est pas aussi forte qu'on aurait pu l'imaginer. Donc il y a un bloc Russie-Chine en ce moment face à l'Occident? Je pense qu'effectivement, le concept de bloc n'est pas tout à fait présent dans l'esprit d'un diplomate chinois. Je répète le mot d'intérêt. Le bloc, ce n'est pas simplement des intérêts, c'est beaucoup plus que ça. Les intérêts font qu'effectivement, la Chine va privilégier ce qui n'est pas notre interprétation d'une Chine prête à composer avec nous. Elvire Fabry, pourtant, on vient de le dire, que la Chine est tout de même très dépendante de l'Occident d'un point de vue économique et de l'Europe en particulier, puisque c'est vrai qu'il y a ces importations de gaz et de produits agricoles russes, mais il y a une dépendance économique. Et on le sait que côté européen, eh bien, il y a toujours eu des accords commerciaux avec la Chine. Donc est-ce qu'elle prend un risque justement face à ces sanctions qu'on lui retire finalement ces liens commerciaux? Écoutez, la dépendance de la Chine vis-à-vis de l'Union européenne, elle est 6 fois plus importante que vis-à-vis de la Russie. Évidemment, on le sait, la Russie a des intérêts à moyen, long terme à pouvoir mettre la main un peu sur la manne énergétique et agricole russe. Mais maintenant, ce n'est pas faisable à court terme en matière d'énergie. Ça a été suffisamment commenté toutes ces dernières semaines. On sait très bien que la Russie ne peut pas basculer pour des raisons d'infrastructure qui n'existent pas encore
toutes ses exportations vers la Chine. Et là, la Chine dépend aujourd'hui encore trop, non seulement du marché européen, mais du marché américain, à la fois en matière d'échanges courants continus, mais surtout sur le plan technologique. Et là, aujourd'hui, c'est au cœur des sanctions qui sont appliquées notamment en partie particulier par les États-Unis avec leurs moyens de pression sur l'extraterritorialité. Et elle ne peut pas y renoncer à court terme. Et tout le problème, c'est de savoir si on a affaire à un conflit de court terme et de long terme. Et ce qui est le plus vraisemblable, c'est on s'oriente vers un scénario de long terme. Donc difficile pour elle de tenir justement cette position que vient de soutenir Jean-François Di Meglio. C'est particulièrement difficile à un moment où l'économie chinoise est en décélération. On attend une croissance pour 2022 qui serait plutôt autour du 5,5 de croissance, qui est un peu le seuil limite que voulait éviter la Chine. Et puis ce que l'on voit surtout depuis quelques jours, c'est la façon dont les marchés financiers sont en train de réagir. Et il y a déjà une réactivité très forte avec des actions chinoises qui sont en train de dévisser complètement, non seulement à Hong Kong, à New York, et qui montrent que là, ça pourrait être beaucoup plus préoccupant pour l'économie chinoise. Général Jean-Vincent Brisset, d'un point de vue militaire, justement, est-ce que la Chine a passé un accord militaire avec la Russie? On n'a pas vraiment réussi à le savoir, puisqu'elle n'a pas confirmé les informations du New York Times, et la Russie non plus d'ailleurs. Alors, les accords militaires de la Chine avec d'autres pays, c'est quelque chose qui a toujours été très opaque. Et la Chine n'a pas d'alliés au sens militaire du terme. Elle n'a jamais eu vraiment d'alliés. Et avec la Russie, il reste des contentieux territoriaux qui remontent à un siècle et demi, les traités inégaux. Elle estime qu'elle s'est fait spolier d'1 million de kilomètres carrés de territoire en Extrême-Orient russe. Et à côté de ça, la Chine dépend d'une certaine manière, sur le plan militaire, à la fois de l'Ukraine et de ses bureaux d'études, qui lui ont transféré pas mal de technologies, et de la Russie, dont elle a copié un certain nombre de matériel, et qui continue quand même à lui fournir, parce que ça rapporte à la Russie, des moteurs d'avion, des moteurs de bateaux, et un certain nombre d'autres choses. Donc il y a une implication, enfin un mélange entre les trois parties, Ukraine, Russie et Chine. La Chine, elle a surtout peur des sanctions internationales parce qu'elle sait qu'elle ne pourrait pas très bien les supporter. On va revoir justement ces images qui ont tourné beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui de cette productrice russe, Marina Ovsyannikova, qui a brandi une pancarte anti-guerre pendant le journal télévisé russe sur la chaîne d'État. Elle a été arrêtée, elle a finalement été libérée, condamnée à une amende. Elle risque tout de même encore de la prison. On va regarder justement, on va l'écouter. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime. La Russie est un pays agresseur. Et la responsabilité incombe à une seule personne, Vladimir Poutine. Marie Holzmann, quand on voit ces images aussi d'arrestation en Russie, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu les méthodes chinoises en Russie, les méthodes soviétiques d'un côté, ou celles même du Parti communiste en Chine? Ça rappelle un peu Tiananmen, ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez raison d'évoquer Tiananmen, parce que, au fond, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, Xi Jinping a l'occasion de se rapprocher de l'Occident. Parce que là, maintenant, tout le monde est contre la Russie et la Chine aurait pu dire, ou du moins faire semblant, de se rapprocher un peu de l'Occident. Après Tiananmen, la Chine a été ostracisée terriblement. Elle n'a réussi à se sortir de cette espèce de période de glaciation qu'à cause du 11 septembre. Là, les États-Unis avaient besoin de faire la guerre contre le terrorisme. La Chine a dit, bon, nous, on fait la guerre avec vous. Et puis après, ça s'est redégénéré. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la situation en Chine sur le plan des droits de l'homme, des relations avec l'extérieur, n'a fait que se dégrader. La Chine n'a plus d'amis. Elle est en conflit avec ses voisins proches, avec le Vietnam, Taïwan, plus ou moins les Philippines, avec le Japon. Elle est quand même assez mal barrée. Donc on aurait pensé qu'elle aurait fait un petit geste vers l'Occident, sans trop s'engager, mais au moins un petit quelque chose. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Est-ce qu'il y a un rapprochement idéologique peut-être à faire justement entre ce qui se passe en Chine et en Russie? Je pense que j'aime bien ce qu'a dit la journaliste russe. Elle a dit le coupable, c'est Poutine. Elle n'a pas dit c'est le gouvernement russe ou la politique russe. Elle a dit c'est Poutine. En Chine, on peut dire c'est Xi Jinping. On a affaire en Russie à un pouvoir qui devient de plus en plus totalitaire. En Chine, on y est depuis un bon moment. Donc, dans un gouvernement totalitaire, il n'y en a qu'un qui décide.
Et là, c'est Xi Jinping. Je ne pense pas que son entourage soit tout à fait d'accord avec lui. Mais ça, nous, on ne le saura jamais. Jean-François Di Meglio, est-ce que ça ne les rapproche pas quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de guerre antidémocratique que pourraient se livrer ensemble? Que peut-être, justement, ce bloc dont on parle, c'est peut-être plus un bloc idéologique avec Xi Jinping et Vladimir Poutine contre la démocratie. Il est possible qu'effectivement, objectivement, ça les rapproche. Et en particulier, quand on le regarde de notre point de vue à nous, il est clair que ça les rapproche vu de Paris. Ce qui fonctionne, à mon avis, c'est beaucoup plus des volontés, effectivement, des volontés de puissance, et une volonté de puissance qui n'a rien à voir, si vous me permettez, avec les analyses que nous pouvons faire. Ça fait quand même 15 jours ou 3 semaines, ou même un peu plus, qu'on nous a expliqué que, et on était probablement autour de cette table tous du même avis, non, il n'était pas rationnel que la Russie attaque l'Ukraine. Bon, la Russie a attaqué l'Ukraine. Il n'est absolument pas rationnel qu'un gouvernement occidental, s'il était à la place de Xi Jinping, prenne le parti de Poutine, ou en tout cas s'en rapproche. Rien ne nous dit que tout se passera comme dans la tête d'un occidental. On est dans une logique très différente, et il faut qu'on se mette dans la tête que cette logique n'est pas la nôtre. Oui, alors justement, c'est quelle logique? Pardonnez-moi, vous êtes un spécialiste. C'est quelle logique, en fait, qu'elle veut nous faire passer, cette Chine? Par exemple, est-ce qu'il y a un exemple avec Taïwan? Est-ce que la Chine regarde, par exemple, est-ce que l'Ukraine pour la Russie serait en fait la Taïwan pour la Chine? Est-ce qu'il y a un parallèle? Parce que les médias en parlent. Oui, alors à Taïwan, en tout cas. Parallèle saute aux yeux. Si vous me permettez, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que je dis, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour ça, c'est qu'il y a une volonté de puissance. Il y a une volonté d'affirmation qui est très claire. La question de Taïwan, elle va être réglée d'une façon extrêmement pragmatique, comme tout ce que fait la Chine, c'est-à-dire en voyant quelles sont les difficultés que la Russie peut rencontrer dans sa conquête de l'Ukraine. Et en pesant, y compris avec des militaires, mais c'est comme chez nous, je veux dire, il y a en permanence des scénarios de guerre qui tournent, et ces scénarios de guerre sont en permanence alimentés par ce qu'on peut observer sur le terrain. Le scénario du débarquement ou de la prise de Taïwan, il a été étudié, décortiqué des dizaines de fois. Mais peut-être modifié en fonction justement de ce qui se passe en Ukraine. Absolument. Donc... Je pense qu'effectivement, il y a à la fois une opportunité historique pour dire des choses du point de vue chinois, et puis une autre opportunité historique pour étudier en laboratoire ce qui peut se passer lorsqu'une telle opération est lancée. Général Jean-Vincent Brisset, vous êtes d'accord? Est-ce qu'à Taïwan, la presse, est-ce qu'elle ne fait pas justement ce rapprochement entre l'Ukraine et Taïwan avec justement ces zones d'influence que la Russie aurait justement avec l'Ukraine et que la Chine souhaiterait avoir avec Taïwan? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Di Meglio? Oui, mais je suis très largement d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Di Meglio. Mais j'ai été étonné parce qu'avant l'entrée de la Russie en Ukraine, on a beaucoup parlé des craintes symétriques de ce que pourrait faire la Chine vis-à-vis de Taïwan. Mais les correspondants que je peux avoir à Taïwan, en particulier un ami commun avec Jean-François Di Meglio, qui me dit que finalement, il n'y a pas tellement d'angoisse du côté de Taïwan, alors que les différences de puissance entre un pays de 23 millions d'habitants et un pays d'1,4 milliard sont tellement énormes qu'on pourrait imaginer que Pékin pourrait avaler Taïwan en quelques heures. Mais il pourrait tirer les leçons tout de même de ce qui se passe en Ukraine. C'est ce que disait Jean-François Di Meglio. Alors, d'autant plus que autant il n'y a pas eu de promesse de soutien militaire à l'Ukraine si la Russie attaquait, autant les États-Unis en particulier ont parlé, et en particulier le président Biden, ont parlé d'un vrai soutien militaire si quelque chose se passait en direction de Taïwan. Et la Chine a beaucoup plus à perdre d'une ostracisation au niveau international que la Russie sans doute. Justement, Marie Holzmann, moi j'ai lu dans le Financial Times que certains en Chine voient cette guerre comme une erreur irréversible dont la Chine devrait se dissocier. Évidemment, enfin, je veux dire, le monde entier pense ça. Là, le problème des Chinois, c'est effectivement ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est un problème de valeur.
Ça fait un moment que Xi Jinping nous dit nos valeurs, c'est le rêve chinois, c'est le modèle chinois, c'est la façon de gérer la crise du Covid, par exemple. Hein. On fait 0 cas. Bon, on voit ce que ça donne. Ils ont fait des vaccins qui n'étaient pas au point. Donc maintenant, dès que le Covid arrive, tout le monde tombe malade. Et ils continuent de façon totalitaire à enfermer 17 millions de gens en l'espace de quelques heures. Le résultat, c'est que la société, maintenant, n'en peut plus. Alors, pendant les Jeux Olympiques, il ne fallait pas dire qu'il y avait des Covid. Du coup, quand un cas de Covid était déclaré, on enfermait tout le monde. Et on a eu des cas terribles, des lycées où tous les lycéens se sont contaminés mutuellement puisqu'ils n'avaient plus le droit de sortir du lycée. Donc, on est dans une situation absurde. La position, pour moi, la position de Xi Jinping maintenant ne concerne que lui et n'intéresse que lui. Oui, si vous me permettez, pour rebondir sur le confinement de Shenzhen, puisque c'est de ça qu'on parle. Bien sûr que l'économie, c'est très important pour les dirigeants chinois, et bien sûr que la Chine ne serait pas là si les dirigeants chinois n'avaient pas mis l'accent sur l'économie. Mais le fait qu'on n'hésite visiblement pas une seconde pour fermer quelque chose qui, aux yeux de l'Occident, est la nouvelle Chine, la Chine du XXIe siècle, Shenzhen, là où justement la Chine a besoin de montrer qu'elle est à la pointe, et elle est réellement à la pointe. On n'hésite pas, parce que précisément, ce qui prime, c'est cette obsession du zéro Covid. D'ailleurs, à un moment où ça n'a plus trop d'importance, la Chine a gagné son histoire de zéro Covid, parce que c'est Omicron qui débarque aujourd'hui. Et Omicron, on sait tous que finalement, ça n'est pas grave. Et donc, elle va passer cette vague Omicron, et elle aura gagné. Et elle ne sortira pas de son zéro Covid. Elvire Fabry, donc effectivement, l'économie n'est pas forcément une priorité pour la Chine. Je pense qu'il faut quand même y revenir. Vous voulez réagir. La question de l'autosuffisance chinoise, on sait que c'est un objectif que la Chine s'est donné, de pouvoir compter de plus en plus sur la consommation de son marché interne, de pouvoir monter en gamme en matière d'innovation technologique. Maintenant, toute la question, c'est que si elle se mettait à dos, on va dire, ce front occidental qui s'est constitué vis-à-vis de la Russie, le problème, encore une fois, c'est qu'elle se coupe l'accès à des technologies occidentales dont elle a besoin également pour construire cette autosuffisance et devenir le champion technologique auquel elle aspire. Alors, on sait que le gouvernement chinois est prêt à faire avoir une stratégie d'éponge, encaisser un coût économique et au contraire faire vibrer un peu la fibre nationaliste chinoise par l'affirmation de son modèle. Mais là, en l'occurrence, ça freinerait véritablement sa course technologique. Elle vire Hong Kong, le centre financier asiatique. Regardez ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui. Est-ce que la Chine a hésité un instant à faire de Hong Kong ce que c'est devenu aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un dirigeant chinois qui sourcille du fait que les forces vives de Hong Kong sont en train de partir, y compris dans le Golfe, pour faire tourner des boîtes occidentales qui étaient basées à Hong Kong? Est-ce que vous pensez que ça les émeut? On n'a pas réagi sur le cas de Hong Kong. Là, il se trouve que la réponse qui est donnée sur la Russie est d'une autre ampleur. Des preuves. Et encore une fois, cette réaction des marchés financiers est d'une pression également. Alors on va écouter, puisque justement vous parlez de position de l'Occident, on va écouter le secrétaire général de l'OTAN qui demande, vous allez le voir aujourd'hui, en tout cas aux Chinois, de condamner l'invasion russe. La Chine devrait rejoindre le reste du monde et condamner fermement l'invasion brutale de la Russie en Ukraine. Tout soutien à la Russie, militaire ou non, l'aide à poursuivre une guerre brutale contre l'Ukraine, qui est un pays indépendant et souverain, et l'aide à poursuivre une guerre entraînant la mort, la souffrance et la destruction. Général Jean-Vincent Brisset, on voit bien que la pression monte tout de même sur la Chine. Hein. On entend le secrétaire général de l'OTAN qui demande à la Chine cette fois de prendre position, de condamner l'invasion russe. La Chine peut-elle céder aux pressions des Américains et de l'OTAN? Ça me paraît difficile, même si on a constaté que la Chine avait cédé quand le président Trump a voulu casser les reins de la Corée du Nord. La Chine, qui avait toujours soutenu plutôt la Corée du Nord, a abandonné le soutien et a permis un certain nombre de choses. Donc, on peut toujours penser que la Chine pourrait changer, mais dans l'esprit de Xi Jinping, ça m'étonnerait parce que on lui jette la Russie dans les bras et il se trouve dans la possibilité de recréer un groupe
pas une alliance bien entendu, mais un groupe, au moins pour le moyen terme, dans lequel la Chine sera en position forte et la Russie en position de demanderesse. Et ça, c'est un petit peu un rêve pour le gouvernement chinois. La pression, donc, Marie Holzmann, est insuffisante du côté des Occidentaux, ça ne fonctionnera pas? Je pense que ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi une raison, c'est que je parlais tout à l'heure de la Chine, bouc émissaire des pays occidentaux, démocratiques, etc., pendant longtemps. Quelque part, maintenant, ils sont contents que ce soit la Russie. Donc maintenant, l'attention est tournée sur la Russie, c'est eux qui sont les plus méchants. Et le fait que ce soit eux qui soient visés, ça leur donne un petit peu de répit. Hein. Ils peuvent s'organiser comme ils veulent et ça les arrange. Si la Russie s'effondrait, je pense que tôt ou tard, la Chine communiste s'effondrait aussi. Donc pour le moment, ils ont intérêt à ce que la Russie s'effondre. Ils n'ont pas intérêt. Jean-François Di Meglio, ils n'ont pas intérêt tout de même que les Chinois... Il y a déjà une obsession chinoise qui est l'effondrement de l'URSS. L'effondrement de l'URSS est une obsession dans l'esprit d'un dirigeant chinois. C'est aussi une catastrophe de l'histoire, comme disait Vladimir Poutine pour Xi Jinping. Voilà. Vraiment. Voilà. Et donc, effectivement, la répétition de cet événement, avec les conséquences que nous, occidentaux, nous imaginons dans nos rêves, effectivement, parce qu'un effondrement du régime Poutine voudrait dire ce que nous n'avons pas réussi à faire dans les années 90, c'est ce basculement de la Russie vers l'Europe de l'Ouest, ce qui, après tout, serait pas si choquant quand on aime la Russie, quand on connaît bien la Russie. Mais effectivement, ce serait une catastrophe pour Xi Jinping. Et ces pressions, justement, du côté de l'Occident, est-ce qu'elles vont pousser la Chine tout de même à être plus claire? Mais je crois que la Chine est claire. Je crois qu'il n'y a... Encore une fois, donc, on a demandé beaucoup de choses à la Chine, et vous savez... Mais elle n'est pas si claire que ça, pardonnez-moi, mais elle s'abstient au Conseil de sécurité lorsqu'il y a une résolution au lieu de voter contre. Lorsque vous attendez un nom d'un interlocuteur chinois, elle parle d'intérêt. Vous pouvez l'attendre très longtemps. La Chine s'est abstenue systématiquement sur toutes les questions ukrainiennes. Elle a utilisé son veto pour les questions syriennes. Pour l'Ukraine, elle n'a jamais utilisé son veto. Et elle s'est abstenue. L'élément le plus étonnant dans le vote à l'ONU, ça a été l'Inde. Ça a été l'abstention de l'Inde. Mais l'abstention de la Chine n'est pas un élément étonnant. Oui, mais donc ça veut dire, est-ce qu'elle est un allié fiable de Vladimir Poutine? Aussi fiable que sont ses intérêts, encore une fois. C'est-à-dire que, effectivement, elle va le soutenir. Je pense que... Et Poutine ne peut pas ne pas être conscient de ça. Elle a effectivement besoin de la Russie. La Russie, bien sûr, besoin de la Chine. Donc elle va continuer à soutenir la Russie malgré cette pression de l'Occident. Je pense... On est en train de construire des scénarios. Il faut être très prudent en construisant ces scénarios. Je pense qu'elle va le soutenir pour autant que ça lui profite. C'est-à-dire qu'à un moment où les actifs russes, comme ils sont en train de le faire, vont être à des prix tout à fait abordables pour la Chine, ce sera une occasion extraordinaire. Si, du jour au lendemain, ces actifs étaient dévalués, eh bien, effectivement, ce serait encore mieux pour la Chine. On a parlé de l'Ukraine tout à l'heure. L'argument qui consiste à dire « la Chine a des intérêts en Ukraine », permettez-moi aussi de le contester, c'est probablement mon jour, parce que si jamais l'Ukraine tombe aux mains de la Russie, est-ce que pour autant, la Chine qui aurait soutenu la Russie serait mal en point? Eh bien non. Elle aurait effectivement les technologies qui sont en Ukraine. Où est le problème? Elvire Fabry. Je pense qu'il faut distinguer une évolution de la position chinoise qui va vraisemblablement cultiver, si je puis dire, sa neutralité, son ambiguïté neutre ou réciproquement, de ce qu'elle pourra faire sous le manteau en essayant de contourner le plus possible les sanctions, et notamment les sanctions américaines, enfin tout ce que les États-Unis peuvent actionner. Et là, toute la question, on sait que la Russie a déjà demandé à Pékin de l'approvisionner en pièces intermédiaires pour des composants pour de l'armement. Elle le fait c'est Là, ça devient plus compliqué. Si elle trouve les moyens de le faire de manière discrète, elle le fera tant que possible. Mais c'est pour ça qu'actuellement, depuis le départ... Pourquoi le ferait-elle de manière discrète? Pour justement échapper, je dirais, au durcissement occidental? Oui, on sait que là, les sanctions américaines, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas simplement des restrictions sur les exportations de technologies américaines vis-à-vis de la Russie, c'est les restrictions d'exportation qui comprennent tout composant technologique américain. Donc ça peut être également même des semi-conducteurs chinois dont la Russie a terriblement besoin, mais qui comprennent des composants américains et ils se font pincer les doigts.
C'est la règle AITA à laquelle tout le monde est soumis. Lorsqu'effectivement on exporte du matériel normé américain pour un pays sous embargo, on a effectivement ce problème. Donc elle subit ces sanctions, la Chine aussi. Elle subit et elle profite. Je pense que le parallèle, c'est Corée du Nord. Corée du Nord, il y a des sanctions. La Chine n'a jamais rejeté les sanctions. Donc, en principe, elle applique les sanctions. Qui peut dire qu'aujourd'hui, la Chine n'a pas plus ou moins soutenu le régime de Corée du Nord au-delà des sanctions qui sont imposées? Personne? Ce que vous voulez dire. Général Jean-Vincent Brisset, c'est intéressant de voir que tout de même Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont vus en marge des JO. C'était il y a un petit moment. Les Chinois, me semble-t-il, avaient soutenu l'idée que l'Ukraine ne rejoigne jamais l'OTAN. Or, Zelensky aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a affirmé qu'il fallait reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN, que l'Ukraine... Alors, ça veut probablement dire que l'Ukraine est en train de renoncer à entrer dans l'OTAN. Donc j'imagine que ça ne peut que satisfaire la Russie et la Chine. L'OTAN, c'est quelque chose d'abominable pour la Chine, comme l'AUKUS, le partenariat avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est extrêmement clair. La Chine aime bien négocier en tête-à-tête, pays contre pays. La Chine, face à une coalition de pays, comme ça a été le cas de l'embargo après Tiananmen, c'est quelque chose qui terrifie les dirigeants chinois. Donc, si l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, c'est quelque chose qui pourrait apparaître comme affaiblir l'OTAN et donc plutôt plaire aux Chinois et limiter la potentialité des attaques contre la Chine. Maria Haussmann, est-ce que la Chine est tout de même embarrassée ou pas? Jusqu'où est-ce qu'elle peut soutenir la Russie? Ça, c'est difficile à dire. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que la Chine a une tradition multimillénaire de la tactique. Donc, ils savent avancer à petits pas, ils savent se cacher, ils savent prendre les décisions qui les intéressent quand ça les intéresse. Et comme disait Jean-François tout à l'heure, ils vont soutenir la Russie tant que ça leur rapporte quelque chose. Donc, c'est un allié quand même assez volatile. Au moment où ils auront d'autres intérêts, ils iront ailleurs. Mais je crois qu'il faut garder en tête que la Chine est devenue l'ennemi des valeurs occidentales. Elle veut tout sauf tomber dans la démocratie, si on peut dire. Mais j'ai aussi l'impression que Xi Jinping, depuis quelques années, n'a fait que des mauvaises erreurs. Encore une fois, je cite Jean-François, écraser Hong Kong, c'est d'une bêtise abyssale. Tous les grands dirigeants avaient mis leurs économies à Hong Kong. Les banques de Hong Kong sont fiables, elles sont transparentes, enfin, elles fonctionnent bien. Maintenant, les gens qui entourent Xi Jinping, pour la plupart, doivent le maudire vraiment très énergiquement. Sa stratégie du zéro Covid, à mon avis, était une erreur. Il a empêché la société de vivre, il l'a maltraitée. Il l'a torturé, enfin, on peut dire vraiment torturé, en enfermant les gens pendant des mois. Ça, c'est sa politique interne, mais à l'égard de Moscou, tout de même, il y avait toujours une grande rivalité entre ces deux pays. Oui, c'était des amis ennemis, des ennemis amis. Ça a toujours été comme ça. Et donc, justement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, amis, ennemis, dans cette rivalité? Ça veut dire qu'effectivement, ça ne fonctionne pas comme le faisait le campisme, pour reprendre l'expression de Bertrand Badi. On n'est plus dans une logique de camp, on est dans une logique d'opportunité. Et effectivement, dans cette tactique chinoise, les opportunités prévalent sur l'appartenance à un camp. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et peut-être que l'arbitrage coût-opportunité est plutôt en faveur des opportunités rapprochant aujourd'hui des dirigeants chinois des dirigeants russes. Donc opportunisme plutôt que oui, camp, tout à fait. Oui, tout à fait. Opportunisme dans le cadre d'une ambition qui est, elle, claire et pas du tout opportuniste, qui est, elle, dogmatique. Allez-y, oui. Peut-être qu'il faut aussi introduire dans le débat les pays tiers dont on ne parle pas, et notamment tous les pays du sud-est asiatique qui sont de plus en plus... en parlait un petit peu, oui. Oui, qui sont de plus en plus intégrés à la Chine, mais qui se méfient aussi beaucoup de l'émergence de la Chine, qui sont restés neutres dans ce débat, considérant que c'est une guerre éloignée, ils n'ont pas pris position. Et là aussi, la réaction de la Chine aurait un impact sur tous ces partenaires dont a besoin la Chine.
Et parce qu'encore une fois, elle pousse son intégration. L'ASEAN est devenu le premier partenaire commercial de la Chine. Et c'est vrai également pour l'Amérique latine, pour l'Afrique, toutes les pays. Il y a eu un accord, d'ailleurs, me semble-t-il, aussi avec l'Australie et le Japon, du côté chinois. RCEP qui a été mis en valeur le 1er janvier 2022. Donc 15 pays, les 10 pays de l'ASEAN, plus la Corée, la Chine et le Japon, plus l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc des pays occidentaux, entre guillemets, qui finalement acceptent de rentrer dans une alliance. L'Angleterre regarde. L'Angleterre regarde. Donc l'Angleterre n'est pas encore rentrée dans cette alliance. Non. Enfin, là, 15 pays. On voit bien, en tout cas, Elvire Fabry, que là, l'économie est tout de même toujours une question importante. Oui, on peut pas l'exclure, parce que pour revenir sur les questions de défense, l'alliance en matière de défense, si on reprend l'accord de début février, on voit bien qu'il y a un engagement sur une coopération de long terme en matière de défense Russie-Chine. Maintenant, là encore une fois, la matérialisation de cette alliance à court terme, elle devra se faire sous le manteau, mais les enjeux économiques, là, dominent très nettement. Général Jean-Vincent Brisset, puisqu'on ne parle plus de camp, si je comprends bien, peut-être que vous avez un avis différent, est-ce que la Chine pourrait devenir une sorte de médiateur possible dans le conflit ukrainien? Alors, on a parlé de la Chine comme un médiateur. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer dans ce rôle, parce qu'elle est quand même, elle a ses intérêts, sont beaucoup plus pour le moment intérêts idéologiques, intérêts pratiques, sont beaucoup plus du côté de la Russie. Ses intérêts économiques seraient du côté de l'Occident, et l'Ukraine importe peu au milieu de cette affaire. Et je ne pense pas que la Chine arriverait à se sentir concernée et à faire croire qu'elle est concernée directement par une médiation qui lui apporterait sans doute pas grand-chose. Vous êtes d'accord, Jean-François Di Meglio, vous nous parlez de cette médiation il y a un petit moment. Tout à fait, puis médiation, ça veut dire une capacité d'engagement très forte. L'une des choses, me semble-t-il, qui suscite l'admiration, ou en tout cas l'envie, chez les dirigeants chinois vis-à-vis de la Russie, c'est leur grande expérience de la diplomatie internationale. La Chine est entrée dans le jeu international à petits pas. Bien sûr, elle était présente en 1955 avec les pays non alignés, c'était un début de diplomatie. Bien sûr, il y a eu l'époque Deng Xiaoping, mais l'expérience diplomatique, y compris du corps diplomatique chinois, n'a rien à voir, si vous me permettez, avec l'expérience diplomatique des Russes, qui ont une longue tradition qui ne remonte pas simplement à l'Union soviétique, mais qui va beaucoup plus loin. La Russie a une tradition de parler à ses interlocuteurs. La Chine, malheureusement, n'a pas cette tradition. Elle a de très très bonnes écoles de diplomates. Elle a de très très bons théoriciens des relations internationales. Nous les rencontrons. Ils sont impressionnants. Mais de là à passer à l'acte, la diplomatie, c'est un métier, et ce métier n'est pas tellement pratiqué en Chine. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de cette médiation possible du côté chinois? C'est un rêve. C'est un rêve. Mais regardez la politique des loups combattants. Vous avez bien vu comment ils se sont comportés, les diplomates chinois à l'étranger, qui nous ont abreuvés d'injures chaque fois qu'ils le pouvaient. Enfin, c'est une erreur totale d'imaginer que la Chine se servirait de médiateur. Elle n'a aucun intérêt à le faire. Et elle ne le fera pas. Alors justement, la dernière question qu'on pourrait se poser dans ce débat tout de même, c'est est-ce que finalement ce conflit entraîne une sorte de nouvel ordre mondial qui serait plus favorable justement aux intérêts chinois, en l'occurrence, Jean-François Di Meglio, parce qu'il y a effectivement ce rapprochement entre la Chine et la Russie qui est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de suprématie américaine dans cet ordre mondial. Est-ce qu'il y aura un basculement qui sera plus justement du côté chinois, voire russe, à l'issue de ce conflit? Je crains que le 24 février 2022 ne reste une date extrêmement importante dans l'histoire. Ce que vous décrivez, je dirais que c'est presque un scénario médian, ça n'est pas le scénario extrême, c'est-à-dire que ça n'est pas un scénario de conflit. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas exclure un basculement dans une zone beaucoup plus conflictuelle de cet affrontement. Donc une zone, c'est-à-dire en Asie-Pacifique il y aurait un effet domino ailleurs que dans les pays de l'Est. Le bon scénario, bien sûr, c'est qu'un médiateur surgisse de quelque part et fasse comprendre qu'effectivement, il peut se passer quelque chose. Un autre bon scénario, c'est peut-être qu'un gouvernement ukrainien en exil refasse ce que la France libre a fait et peut-être un jour redonne une chance à une Ukraine, voire une Russie démocratique. Mais il y a aussi de mauvais scénarios, de bavures, de débordements et effectivement, qui concernent les pays baltes ou d'autres pays. Et donc là, on est dans un autre scénario que le scénario actuel. Et la Chine, alors, quelle serait sa position dans ce cas, si effectivement il y avait un embrasement? Je ne sais pas.
Vous ne savez pas du tout? Non. Ils n'auraient peut-être pas intérêt? Non, mais ce qui est important maintenant, c'est nous. C'est ça qui compte maintenant. Il faut que les démocraties se réveillent et qu'elles disent qu'elles vont se battre pour leurs valeurs, qu'elles vont souffrir, mais qu'elles vont y aller. Absolument. Alors, on veut éviter la Troisième Guerre mondiale, c'est normal, personne n'a envie d'engager ça. Mais tout le reste, il faut faire. Il faut engager nos populations à souffrir. Le prix du diesel va augmenter, etc. Le prix du pain va augmenter, mais on ne peut pas rester passif à regarder les Ukrainiens se faire bombarder et penser que c'est normal. Donc là, il y a déjà une union de toute l'Union européenne, une alliance avec les États-Unis, etc. Il faut montrer que nos valeurs ont un sens et que la démocratie sert à quelque chose. Elvie Fabry, d'ailleurs, les sanctions pour aller plus loin du côté de Bruxelles. Oui, on a vu que de la stratégie européenne comme la stratégie américaine et d'autres partenaires a été une montée en gamme progressive. Il faut en garder et ça peut s'étendre. Moi, je voulais juste revenir sur un point à propos d'ordre mondial. Il faut voir aussi ce que ça peut donner au niveau des institutions internationales parce que on voit déjà qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de bouger. La Russie a été suspendue des bénéfices qu'elle pouvait tirer de du soutien financier, Banque mondiale, FMI, au niveau de l'OMC également, l'Organisation mondiale du commerce. Conseil de l'Europe, me semble-t-il aussi. Hein. Oui, et là, on voit que ça va faire jouer les lignes au sein d'organisations qui sont elles-mêmes souvent en cours de réflexion, de réforme, avec des équilibres, des nouveaux équilibres à trouver entre les vieilles puissances industrielles et les nouveaux pays émergents. Donc là, ça serait une logique de bloc qui reprendrait le dessus. Il y a déjà dans les débats des questions qui se posent un petit peu sur la recréation de noyaux durs au niveau international avec des institutions un peu parallèles ou pas. Alors ça va un petit peu trop vite à ce stade, mais il y a déjà des questions qui se posent. Et là encore, on reviendra sur le positionnement de la Chine. Alors justement, mais quel serait le rôle des États-Unis dans ces différentes institutions? Il y aurait une opposition entre les États-Unis et la Chine. On reviendrait finalement à cette opposition dont on parlait bien avant le conflit ukrainien. L'opposition, elle est déjà bien réelle et on le voit à l'OMC. Les États-Unis sont quand même maintenant se sont mis sur le strapontin, alors que la Chine, au contraire, elle affirme qu'elle respecte toutes les règles de l'OMC. Donc il y a déjà une confrontation de fait qui est réelle. Général Jean-Vincent Brisset, oui, allez-y. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand même. C'est la situation de l'ONU. Parce que la Chine est dans l'ONU, bien sûr, mais... Et au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité en plus. Mais elle a acheté énormément de clients. Il faut bien les appeler clients. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays d'Afrique, enfin des gouvernements d'Afrique qui sont plus ou moins rémunérés par les Chinois pour voter. Donc maintenant, on est déjà en minorité parce qu'il y a le Pakistan, il y a la moitié des pays d'Afrique. Lorsque les dirigeants africains sont arrivés à Pékin pour les JO, puisque les rangs étaient un peu vides, nous on n'y est pas allés, donc il fallait remplir, ils ont tous touché chacun plus de $100 000, simplement parce qu'ils sont venus. Quand je dis qu'ils sont achetés, ils sont achetés. Ça, les Chinois, ils s'en sont même pas cachés. Donc... avec ce système, ils ont ce système-là et ils ont créé toutes sortes de services parallèles. Par exemple, il y a la Banque mondiale, mais ils ont créé toutes les banques d'investissement des routes de la soie. Donc il y a un parallélisme. Interpol, ils ont proposé de créer des services de sécurité justement sur les routes de la soie, etc., etc. Un peu partout, ils ont créé des alternatives. Alors un jour, le basculement risque de se produire, mais par notre naïveté, notre innocence. Donc un basculement vers quoi? C'est la question, parce que lorsque les pays africains verront que finalement la Chine ne les soutient pas plus que ça, est-ce qu'ils vont changer leur vote? C'est là que ce qui compte, c'est de parler vérité, dire la vérité et éclairer les populations. Général Jean-Vincent Brisset, est-ce qu'effectivement il y aura une sorte de nouvel ordre mondial en conséquence de la guerre en Ukraine? Alors, il y aura certainement des changements dans l'ordre mondial, mais on saura un petit peu ce qui s'est vraiment passé quand les armes se seront tues en Ukraine. Est-ce qu'on aboutira à une partition de l'Ukraine? À l'heure actuelle, quand on voit les déploiements des forces russes en Ukraine, on voit très bien qu'ils essaient de prendre entièrement tout ce qui est à l'est du Dniepr, et à l'ouest du Dniepr, ça pourrait faire l'objet d'un retrait et d'une négociation. Mais à l'heure actuelle, ce
qui risque de changer surtout, c'est une certaine conception de la diplomatie, parce que il ne faut pas oublier que depuis maintenant pas mal d'années, depuis Maïdan, Poutine demande, exige, essaie d'obtenir à la fois ce qui a été un prétexte, la libération, enfin l'autonomie des provinces du Donbass et des provinces autoproclamées indépendantes du Donbass, et la garantie de non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si le conflit se termine par ce que Poutine obtienne, à la fois la non-adhésion à l'OTAN et cette autonomie qui était prévue par les accords de Minsk et qui n'a pas été respectée, ça voudra dire qu'il aura gagné par la force ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par la diplomatie avant le 24 février. Et ça voudrait dire sans doute, combiné avec la totale inexistence de l'ONU dans cette crise, à la mort d'une certaine diplomatie, celle qu'on a essayé de mettre en place avec la SDN après la Première Guerre mondiale et avec l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu la mort définitive de l'ONU, vous êtes d'accord, Jean-François Di Meglio? Mais ce que disait Elvire est extrêmement intéressant. Pour parler de l'OMC, sinon de l'ONU, le fait qu'effectivement les Américains qui incarnent cet ordre libéral, endossé par l'OMC, soient sur un strapontin, effectivement, se mettent en retrait, ça laisse effectivement la place. Donc l'ONU pourra ne pas changer de nom, mais on pourrait avoir d'autres principes qui présiderait. Et encore une fois, ce que dit Marie doit être répété et affirmé. D'autres principes, c'est-à-dire c'est à nous de prendre nos responsabilités et de savoir exactement ce que nous voulons. Marie-Haussmann, il faut savoir ce que nous voulons. Donc ça veut dire, en fait, si on revient justement au sujet de départ, qui est en fait cette alliance entre la Chine et la Russie contre l'Occident, il y a tout de même, effectivement... On l'a dit, ce qu'on voulait. Un conflit entre les démocraties et ce bloc. Mais on a dit ce qu'on voulait après la Deuxième Guerre mondiale. On a instauré un multilatéralisme effectivement avec des leaders du monde occidental. Bon, c'est quelque chose comme ça que l'on veut, on peut l'adapter. La Chine peut avoir sa place dans cet ordre-là. Personne n'a dit que la Chine n'aurait pas sa place. C'est ça qu'on veut, c'est assez simple. C'est assez simple, oui. Mais quand Joe Biden a proposé de faire une réunion avec des gens qui partageaient les mêmes valeurs, j'ai trouvé que c'était assez audacieux, parce que c'est pas politiquement correct, ça. Mais il essaye de recréer une alliance des véritables démocraties. Enfin, il n'y arrive pas vraiment. Il n'y arrive pas vraiment, mais c'est ça qui est malheureux. Justement, il y a les intérêts économiques dont parlait Elvire Fabry. Bah oui, mais il faut voir à quoi on s'expose. C'était le sommet des démocraties. Et je pense qu'il aurait dû inviter justement les Chinois, parce que les Chinois nous disent que la démocratie chez eux, ça existe. Taïwan était invité, me semble-t-il, à ce sommet. Avoir la Chine au sommet des démocraties... Comme observateur. Oui, parce ça aurait été entendre ce qu'était la définition de la démocratie pour la Chine. Et nous aurions vu effectivement qu'il y avait une différence entre les interprétations de la démorcratie. On sait déjà qu'il y a une différence entre le régime chinois et la démocratie. Pour la Chine, c'est effectivement donner à manger à tout le monde et sortir sa population de la pauvreté. Je crois qu'il faut effectivement l'entendre, il ne faut pas le rejeter, mais il faut aussi expliker que ce n'est pas le tout, l'alpha et l'oméga de la démocratie, qu'il y a aussi d'autres choses qui viennent avec la démocratie. Non, Liu Xiaobo a quand même écrit la philosophie du porc. Hein. On nourrit les porcs et on les abrite. Mais les humains, c'est pas ça. Les humains, c'est pas ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Marie-Haussmann, Jean-François Di Meglio, merci. Elvire Fabry, merci à vous, Général Jean-Vincent Brisset. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.